Salut tout le monde. Content de vous voir en grand nombre comme toujours dans les dernières semaines. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je suis content de vous présenter quelqu'un que je connais bien, contrairement à quelqu'un que je rencontre le jour même. Alexandre Bondé-Massé, c'est mon superviseur à la maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui m'a appris à pas trop apprécier le hype de l'intelligence artificielle et d'aimer les maths et les bonnes pratiques de génie logiciel, surtout en recherche. Alexandre Bondin a aussi fait une maîtrise à l'UQAM sur le défaut palindromique des mots infinis. Aussi un doctorat mathématiques et informatique qui était à l'intersection d'un combinatoire des mots et de la géométrie discrète. Ton doctorat, tu es lui-même à l'UQAM. Tu continues tes travaux de recherche sous un autre titre maintenant. On travaille aussi à Hydro-Québec. C'était les travaux à Hydro-Québec que tu vas nous parler aujourd'hui. Merci, Nicolas, pour l'introduction. En fait, je suis devenu prof à l'UQAC tout de suite après mon doctorat, c'est pas grave, pendant 3 ans. Puis après, je suis allé à l'UQAM pendant 6 ans, 7 ans. Récemment, c'est ça, là, je suis rendu à Hydro-Québec, à l'IREC, comme chercheur, dans une unité qui s'appelle Sciences des données, calcul haute performance. Essentiellement, ça regroupe surtout des chercheuses en intelligence artificielle et recherche opérationnelle qui connaissent la terminologie. Donc, voilà, moi, je suis un peu au milieu de ces deux domaines-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de prévision de la demande. Donc, la demande, on dit demande électrique ou demande en énergie. On sait que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, pour être plus précis, j'aurais dû dire la demande en puissance. Donc, quelle est la puissance qu'on prévoit avoir besoin de produire dans un horizon très court terme. Donc, en général, on va regarder les 24 ou les 48 prochaines années. Alors, j'ai pas le focus. Donc, le menu d'aujourd'hui, ce qui est prévu de présenter, c'est essentiellement ces quatre sections-là. Donc, je vais d'abord un peu donner le contexte de la prévision de la demande, définir la problématique, puis faire quelques hypothèses qui vont simplifier la présentation, parce que ça peut être assez large, la prévision de la demande. Est-ce qu'on veut prévoir la demande sur tout le territoire québécois ou seulement dans une maison donnée? Puis la façon de répondre à cette question-là n'est pas du tout la même, parce que les habitudes de consommation ne vont pas être les mêmes selon l'échelle à laquelle on se situe. Je vais quand même consacrer une bonne partie du temps à parler des approches qu'on va dire plus classiques pour faire de la prévision. Puis je vais me concentrer sur des modèles qui se situent dans la grande famille des modèles de prévision ARGOS. Donc, s'il y en a qui connaissent déjà cette terminologie-là, tant mieux, mais je vais faire comme si vous ne connaissiez pas, puis je vais rappeler les grandes lignes des approches autour de ça. Je vais parler un peu, j'en parlerai pas beaucoup, parce que ça me prendrait beaucoup de temps d'introduire tout ce qu'il faut pour en parler en profondeur. Fait que je vais survoler par la fin rapidement des modèles d'apprentissage profond qui ont été étudiés aussi à l'IREC pour faire la prévision de la demande. Puis je vais conclure rapidement à la fin. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, là, pas besoin d'attendre. Vous pouvez poser vos questions en tout temps. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par prévision de la demande? Pour situer un peu le contexte, donc essentiellement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce problème-là à Hydro-Québec en particulier? C'est très important pour assurer la sécurité du réseau. Donc, essentiellement, l'idée, c'est si on sait à peu près quelle quantité de puissance va être requise à chaque heure de la prochaine journée ou des 2 prochaines journées, mais on peut faire des décisions opérationnelles en fonction de ça. Par exemple, on peut planifier des retraits. Donc, des retraits, c'est essentiellement quand on décide de retirer un groupe. Comme vous devez, en fait, la plupart d'entre vous devez le savoir, à peu près 93% de l'énergie qui est produite au Québec, c'est dans des centrales hydroélectriques. Donc, essentiellement, c'est des grosses turbines. On appelle ça des groupes turbines alternateurs. Donc, des groupes qui sont dans des centrales et ces groupes-là ont besoin d'entretien. Donc, il faut planifier cet entretien-là. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut réserver les équipes pour aller faire l'entretien, etc. Et donc, il faut le planifier. Mais on ne peut pas retirer plein de groupes d'un coup parce que ça se peut que la demande électrique soit trop grande, puis à ce moment-là, on va avoir un problème si on n'a pas assez de groupes disponibles pour répondre à cette demande-là. Éventuellement, justement, il y a un volet qui se consacre à la planification de la production hydroélectrique. Je travaille sur ce projet-là aussi. C'est un autre projet sur lequel je travaille. Il y en a 2 essentiellement à Hydro-Québec. Je ne vous en parlerai pas beaucoup. Aussi, d'un point de vue économique, Hydro-Québec
transige de l'électricité sur le marché de l'énergie nord-américain. Donc, ils vont utiliser ces informations-là pour prendre des décisions, essentiellement. Et si je simplifie, mais les deux grandes idées, c'est d'essayer d'avoir le moins besoin possible d'importer de l'électricité des réseaux voisins, parce que ça coûte de l'argent, et d'essayer d'en exporter le plus possible, parce que ça fait gagner de l'argent à Hydro-Québec. Bon, c'est pas la partie nécessairement qui m'intéresse le plus, mais c'est une réalité qui existe dans l'entreprise. Il y a plusieurs types de clients qui utilisent l'électricité au Québec. Il y a plusieurs catégories, mais disons grossièrement deux catégories, c'est le secteur résidentiel commercial puis l'industrie lourde. Donc, il y a des industries qui sont des grandes consommatrices d'électricité. Je ne vais pas trop me concentrer sur cet aspect-là, mais c'est quelque chose qui doit être pris en ligne de compte dans plein de décisions aussi. Les gens s'intéressent à plusieurs horizons de temps quand ils font de la prévision de la demande. Donc, le vocabulaire peut changer selon à qui on parle là, à Hydro-Québec, mais essentiellement, quand je dis très court terme, moyen terme, long terme, je parle essentiellement des prochains jours, prochains mois, prochaine année, prochaine décennie. Donc, il y en a qui ne vont pas utiliser le terme dans le même contexte. Moi, je vais m'intéresser vraiment au futur proche, là. Donc les prochains jours, puis même essentiellement, je dirais le prochain jour ou les 2 prochains jours. On regarde quand même assez. Il y a aussi plusieurs échelles, donc c'est pour ça que le problème peut être compliqué. Des fois, on peut se consacrer seulement à une habitation, un bâtiment spécifique. Là, on va vraiment au niveau des compteurs, ou on peut regarder des régions. On peut éventuellement regarder, il y a des postes qui s'appellent des postes satellites. À Hydro-Québec, c'est essentiellement les postes hydroélectriques qui font le passage entre la très haute tension puis la moyenne tension. Donc, le nom qui a été utilisé pour ces postes-là, c'est satellite. Puis des fois, ça peut être intéressant d'essayer de faire des prévisions au niveau de ces postes-là. Donc, vraiment plusieurs endroits où on peut regarder. Il y a le Québec au complet. Donc, pourquoi j'ai mis en gras certains termes, c'est que pour simplifier la présentation aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur les parties en gras pour au moins contextualiser un peu les choses. Donc, je regarde très court terme. Je m'intéressais à la prévision de la demande électrique sur le territoire québécois complet. Ce qu'ils appellent à l'interne le BQ pour besoin québécois. Et puis, je vais me concentrer sur le résidentiel commercial. Ça va? Vous êtes tranquille? OK. Juste pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, le profil de consommation électrique, j'ai pris 4 courbes. C'est des données de 2018, puis je les ai pris à des moments différents de l'année. Donc, mars, au printemps, on peut dire, juin, été, enfin, début de l'automne, puis en décembre. Donc, évidemment, il y a des ressemblances entre les courbes, puis il y a des différences. On peut voir certaines ressemblances. Donc, il y a tout le temps, presque toujours 2 pics. Donc, le pic du matin, le pic du soir, essentiellement parce que c'est là où les gens utilisent le plus leurs appareils à la maison, appareils électroménagers, etc. Il y a un creux de milieu de journée dans la plupart des cas. Puis évidemment, la nuit, c'est tranquille. C'est là où les activités sont minimales, donc la consommation électrique est réduite. Faites attention peut-être de regarder En fait, les échelles sont les mêmes, mais les graphes sont translatés là, en ce moment. Fait ici, ça va entre 22 000 et 27 000. Ici, c'est entre 15 000, 20 000, etc. Puis, en hiver, c'est là où, évidemment, la consommation est la plus grande. Donc, on est plutôt dans les 27 000 à 32 000 parce qu'on doit chauffer beaucoup l'hiver. Puis, les données sont en mégawatts. Donc, c'est une mesure de puissance. Puis, comme quand on fait la somme totale, c'est très grand, bien, on y va dans l'ordre des mégawatts. Vous avez peut-être déjà vu dans les journaux passer, surtout l'hiver, ils disent qu'on va atteindre le pic de 43 000 mégawatts cet hiver comme consommation. Donc, c'est essentiellement ces quantités-là qui sont représentées. Oui. Est-ce que c'est représentatif d'une journée d'été genre typique, le fait que le creux soit aussi peu gros? Oui, c'est quand même assez typique l'été. Dans le fond, l'idée, c'est que l'été, on ne chauffe pas. Fait que déjà, la consommation électrique est significativement réduite. On climatise. Donc, la climatisation entre en ligne de compte au Québec maintenant. Avant, c'était plus négligeable, mais de plus en plus, ça devient important de tenir compte de la climatisation, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a d'autres pays où la climatisation est un enjeu depuis plus longtemps qu'au Québec. Au Québec, ça commence tranquillement l'été. Donc,
Mais oui, l'été, c'est très typique d'avoir juste un petit creux puis deux petites bosses comme ça. Alors que les grands pics, descentes pics qu'on voit comme ça, c'est très typique des trois autres saisons. C'est bon? OK. Donc, je vous pose une question pour qu'on réfléchisse un peu ensemble. Il y en a qui connaissent probablement déjà la réponse. L'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de voir comment on peut prévoir la charge, disons, demain. J'ai des données, je sais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Disons que j'ai mesuré, j'ai fait des observations, je les ai mesurées, je les ai stockées dans une base de données. Puis je me dis, avec ces données-là, donc quelles données déjà? Avec ces données-là, j'aimerais prévoir la charge qui va y avoir demain. Donc, je vais introduire une variable L pour, en anglais, load, donc la charge. Puis je vais utiliser deux indices. Donc, le premier indice T, c'est l'heure de la journée à laquelle je me trouve. Pour simplifier, imaginez que ça va de 0 jusqu'à 23, donc de minuit jusqu'à 23 heures. Puis on prend les données à chaque heure. On peut prendre des pas de temps différents, mais ça simplifie un peu la réflexion. L'idée, c'est le jour auquel je me trouve. Donc, la date, essentiellement. Donc, j'aimerais prévoir la charge à la date D à l'instant T de la journée en mégawatts. Donc, quelles sont les variables que je connais maintenant qui pourraient m'aider à faire cette prévision-là d'après vous? Quelle est la nature de ces variables? Il y en a qui ont décidé. Ça pourrait être le même jour, mais pour les années précédentes? Oui, donc les charges qui ont été observées précédemment. Donc, effectivement, c'est une façon de faire des prévisions, c'est de regarder quel est l'historique de la consommation les journées précédentes. Oui. La température? Oui, la température. Donc, effectivement, j'ai parlé du chauffage, de la climatisation. Clairement, ça va avoir un impact sur la consommation. Parce qu'il y a d'autres choses. Oui. Le prix du Bitcoin? Le prix du Bitcoin. J'ai jamais pu prouver qu'il y avait une corrélation entre les deux. Peut-être. Oui. Les habitudes de population, comme quand tu s'en vas au travail, quand tu reviens. Oui. Donc, effectivement, le moment auquel on se trouve, puis les habitudes sont souvent associées à des moments, peuvent jouer. Je vais peut-être développer un peu plus là-dessus. Par exemple, si on est un lundi ou un dimanche ou un mercredi, ça a un impact, en fait. La charge va varier ces journées-là. Vous avez d'autres idées? Oui. Est-ce que, par exemple, durant la pandémie, on supposait que les gens consommaient plus et tout ça, la condition générale de la société, est-ce que ça a un impact sur... Oui. En fait, il y a ce genre de phénomènes-là comme la COVID ou enfin des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'extrêmes ou d'imprévisibles vont évidemment avoir un impact sur les habitudes de consommation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tant les prévoir. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est espérer qu'il va y avoir un déséquilibre des modèles de prévision pendant ces périodes-là. En général, les modèles vont finir par être capables de faire la transition, s'habituer à ces nouvelles conditions-là, puis faire ajuster les prévisions. Fait que ces phénomènes-là, on va les exclure, même si évidemment ils ont un impact, parce que il y a une limitation sur la prévision que je peux en faire. Il y en a peut-être qui sont très bons pour prévoir ce genre d'événements-là, mais c'est généralement difficile. Oui. J'imagine le coût de l'électricité et donc aussi le niveau d'exportation qu'on fait, ça va changer le prix, ça va changer les habitudes de consommation par la suite. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça parce que je m'étais dit la même chose, mais apparemment, le coût de l'électricité n'a pas un si gros impact que ça sur la consommation. Il y en a probablement un, mais il n'est pas si significatif que ça. Mais moi aussi, j'avais eu cette impression-là les premières fois, puis en lisant la littérature, c'est pas clair. C'est pas tout à fait clair. Oui. Le prix de l'électricité, il est élastique, je pense. Ben, ouais, le prix de l'électricité, il varie beaucoup. Au Québec, évidemment, comme... Par rapport en économie, là, si un bien a un prix élastique pour le consommateur, ben, même s'il augmente en prix, la consommation va rester la même. Oui, ben, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'en fait, on a tellement besoin d'électricité que même si ça coûte plus cher, on va pas. Il y a des gens qui vont peut-être réduire, mais c'est pas si significatif que ça, essentiellement, parce que c'est un truc que tout le monde utilise, puis on a plus ou moins le choix d'utiliser. D'autres idées? Oui. Des fêtes nationales ou du férié ou. Oui. Ça, c'est une autre bonne remarque. La consommation, les jours fériés, est presque toujours plus basse. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui est observé, puis c'est significativement plus bas.
Donc, c'est important puis comme c'est des choses qu'on peut prévoir, on sait quand les fêtes et les jours fériés vont arriver, on peut les utiliser dans les modèles de prévision. Vous avez dit qu'ils utilisent des centrales hydroélectriques. Quand vous parlez du débit de l'eau. Non, mais ça, c'est plus au niveau de la production. Moi, je m'intéresse pas à ça aujourd'hui. C'est intéressant, mais je m'intéresse juste à... Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la demande électrique est indépendante de comment l'électricité va être produite essentiellement. Ben, enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais si les gens vont consommer une certaine quantité d'électricité, on est obligé de produire exactement la quantité d'électricité que les gens vont demander. Il y a l'équilibre offre-demande, puis en fait, à tout moment, c'est physique, là, c'est un principe physique, à tout moment, la quantité d'électricité qui est produite est exactement égale à la quantité d'électricité qui est consommée partout sur le territoire québécois. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de gérer un réseau électrique, parce qu'on doit s'assurer de cet équilibre-là. S'il y a un déséquilibre subi, il y a des mécanismes automatiques qui entrent en ligne de compte à différents niveaux sur des lignes de transport, sur des groupes. Les groupes peuvent se désactiver s'ils deviennent en danger de surchauffer. Il y a plein de trucs comme ça qui embarquent. Puis quand ça arrête, il y a une baisse de production, mais évidemment, la demande, elle n'a pas changé instantanément, elle est toujours là. Fait qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? On va couper le courant, par exemple. Quand il y a des coupures de courant, c'est essentiellement parce qu'il y a eu des problèmes de cette nature-là qui sont arrivés. On appelle ça du délestage. Puis on est obligé en tout temps de répondre exactement à la demande électrique. C'est ça qui fait que c'est un problème assez difficile, en fait. Il n'y a même pas une légère marge de manœuvre avec laquelle vous pouvez jouer un zéro. Ben, physiquement, il n'y a aucune marge de manœuvre, mais évidemment, on n'a pas besoin d'être précis. Les groupes peuvent varier leur production de façon automatique. S'il y a une légère baisse ou quelque chose qui se passe, il y a des mécanismes automatiques qui sont programmés dans les groupes. Ils vont s'ajuster, ils vont tourner un peu plus lentement ou un peu plus rapidement pour répondre exactement à... J'aurais une autre question. En fait, est-ce que vous pensez à faire des moyens de faire des réserves d'énergie? Si vous avez des surplus, peut-être transférer dans quelque chose, soit dans les batteries ou dans les banques, ou est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça? Ça, évidemment, c'est des choses qui sont utilisées et étudiées un peu partout. Mais en fait, l'idée, c'est nous, on a déjà des batteries au Québec. C'est les immenses réservoirs d'eau qu'on a. Les réservoirs d'eau sont des batteries en tant que telles. Puis, on peut réguler la production à partir de ça. Donc, on peut décider de turbiner un peu plus ou un peu moins d'eau. On a un contrôle, en fait. On parle de contrôle. On a un contrôle sur comment produire l'électricité, ce qui fait qu'on a déjà des grands stocks d'énergie qui existent. Il y a évidemment d'autres possibilités. Il y a des grosses batteries qui ont été... il y a la filiale, j'ai un blanc, Evlo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler d'Evlo. C'est une filiale d'Hydro-Québec qui construit des batteries qui ont une capacité de 1 mégawatt, je crois. Quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est à Hydro-Québec avant qui va pouvoir me corriger si je me trompe. Je ne suis pas un spécialiste de toutes ces choses-là, mais c'est ce que j'en comprends essentiellement. Ouais. Une dernière variable, je ne sais pas si ça a un gros impact, mais la luminosité dans une journée, s'il fait soleil, s'il ne fait pas soleil, est-ce que la lumière, ça a un gros impact? Oui, puis tu as raison, effectivement. En fait, je trouve ça le fun que tu y aies pensé aussi. Première observation. Donc, évidemment, on parle de couverture nuageuse. Quand les nuages couvrent le ciel complètement, il y a une baisse de luminosité le jour. Évidemment, la nuit, ça n'a pas tant d'impact que ça, mais le jour, ça en a. On va avoir tendance à allumer les lumières plus le jour, ce qui augmente la consommation électrique. Mais en fait, la consommation électrique par éclairage n'est pas aussi significative que d'autres types de consommation. Donc, il y a un impact, mais il n'est pas aussi important, par exemple, que celui de la température. Mais il y en a un. Ouais. Ah, mais c'est bon, vous avez couvert presque tout ce que j'avais en tête. OK, vous avez d'autres idées? Peut-être une dernière, puis après, je vais y aller. Oui. Je pensais peut-être à l'évolution de la densité de la population. Là? L'évolution de la densité de la population. Oui, c'est sûr que la densité de la population, en fait, le nombre, la valeur absolue, combien il y a d'habitants en tout, ça a un impact sur la consommation électrique aussi. Ouais. OK, bien, on va regarder un peu certaines variables. Donc, vous avez presque couvert tous les cas que je voulais vous présenter. J'ai quand même fait quelques graphiques. Dans le fond, j'ai pris un jeu de données. Mon jeu de données, il date. Il va falloir que je remette à jour éventuellement, mais je n'ai pas eu trop besoin de le faire dernièrement. Ça couvre 2012 à 2020 à peu près. Donc, c'est les données de consommation électrique pas temps horaire sur le territoire québécois. Puis j'ai regardé un peu par variable qu'est-ce qui se passait pour essayer de voir déjà s'il y avait une variable qui semblait avoir un impact plus significatif que d'autres. Donc ici, c'est l'année. L'année à laquelle je me trouve. Donc les boîtes ici représentent essentiellement
La ligne du centre des boîtes, c'est la moyenne, c'est les fameux quartiles, là. Donc avec les valeurs aberrantes en haut. Donc essentiellement, on voit que c'est relativement stable. Ça semble peut-être un petit peu augmenter, puis là ici, ça augmente beaucoup. Pourquoi ça augmente beaucoup? Réchauffement climatique. Pas parce que les changements climatiques ont été brutaux en 2020, simplement parce que mon année n'est pas complète en 2020. Donc, c'est les premiers mois de l'année qui... Il faut faire attention, hein, quand on regarde des données, là, de ne pas faire des mauvaises interprétations. C'est simplement que c'est les mois d'hiver, en fait, qui sont surreprésentés ici par rapport aux autres mois. Donc, on a l'impression qu'il y a une augmentation, mais il faut peut-être ignorer la dernière ligne. Ouais, mais même quand on ignore, ça donne toujours l'impression qu'il y a une augmentation. Oui, il y a quand même effectivement, il y a une certaine croissance, là. Légère, on va dire, mais il y a une croissance par année. Ouais. Ça, c'est la consommation de tout le Québec? Oui. Puis en fait, c'est la consommation moyenne en 2012 pour tous les mois de l'année. Donc, on compte autant les mois d'été que les mois d'hiver. Fait que c'est vraiment une moyenne, ça donne juste un portrait très grossier de la situation. Donc, ce que ça dit, c'est peut-être que l'année est une variable intéressante, mais pas nécessairement tant que ça parce qu'il n'y a pas une grosse variation. C'est un peu pour essayer d'identifier les variables qui ont plus d'impact. Ouais, je poserai la question, est-ce que vous avez pris en considération les ralentissements économiques, tu sais, les récessions, les boosts, est-ce que ça a une influence? On en parle beaucoup, mais concrètement, il nous faut des données qui nous permettent de mesurer ces trucs-là, puis c'est compliqué de mesurer ces choses-là. Comment on mesure la croissance? Il y a des indices économiques qui existent. On a regardé un peu, mais c'était difficile de vraiment les intégrer dans les modèles parce que l'interprétation n'était pas évidente. Puis, dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre d'études-là, puis il n'y avait pas grand-chose qui était observé. C'était peu significatif, les variations dues à ces choses. Si on ne serait pas un pays de production manufacturière, ou si on serait plus comme manufacturier. Ouais. Mais en fait, ça peut être intéressant quand on fait de la prévision à plus long terme. À court terme, ça n'a pas tant d'impact que ça, essentiellement. C'est des mesures à long terme, puis justement, il y a des équipes qui se concentrent sur l'évolution de la consommation électrique à long terme. Ces personnes-là vont évidemment plus regarder ces choses-là. Ouais. Moi, je regarde vraiment très court terme, fait que je regarde pas loin, là. Je suis une taupe. Donc, voilà. Ici, c'est le mois de l'année. Donc, la consommation est plus élevée en hiver, ça redescend en été, ça remonte. C'est pas surprenant, là, on peut s'attendre à ça. Le jour du mois, peu importe le jour du mois auquel on se trouve, ça semble pas être une variable très intéressante. Ce qui n'est pas si surprenant que ça, que je sois le 24 février, le 24 d'un mois ou de l'autre, ça ne devrait pas tant que ça. Il ne devrait pas y avoir tant de dépendance que ça. Jour de la semaine. Les jours de la semaine, ça, c'est important par contre, à cause des comportements humains. Donc, fin de semaine, essentiellement. On voit que la consommation les dimanches et les samedis est réduite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit directement là. Alors que les jours de la semaine, c'est relativement comparable, un petit peu plus bas le vendredi. On va voir plus tard que les lundis posent problème aussi parce qu'il y a beaucoup de journées fériées qui tombent le lundi. L'heure du jour a clairement un impact. C'est pas surprenant. C'est lié au comportement humain. Puis ici, c'est les jours fériés. Donc, il y a deux catégories. Quand on est un jour férié, la consommation est plus basse qu'un jour normal. Ici, j'ai regardé la température. Donc, clairement, la température a un impact sur la consommation électrique. En fait, à Hydro-Québec, en ce moment, en production, ils se concentrent sur cinq points où ils mesurent la température. L'idée, c'est qu'on veut regarder la prévision de la consommation électrique sur le territoire québécois. On ne peut pas juste prendre la température à Montréal. Les variations qu'il y a en région ou à d'autres endroits spécifiques pourraient avoir un impact pour nous donner des meilleures prévisions. Donc, les cinq endroits qui sont utilisés en ce moment, c'est Ottawa, Montréal, Sherbrooke, Québec, Baie-Comeau. Pourquoi Baie-Comeau? Parce que ça représente peut-être un peu plus ce qui se passe dans des régions plus éloignées. Mais il y a une de mes étudiantes qui a travaillé un peu sur cette partie-là. J'en parle pas aujourd'hui, mais elle a identifié des meilleurs endroits peut-être pour aller mesurer ces choses-là, pour avoir des meilleures prévisions. Elle a réussi à augmenter la qualité des prévisions en ayant une couverture peut-être un petit peu plus spécifique. Oui, peut-être juste expliquer. Évidemment, plus il fait froid,
plus la consommation est élevée. Ici, on arrive dans ce qu'on appelle la zone de confort. Essentiellement, je crois que c'est autour de 20, en fait, c'est entre 15 et 20, 21 degrés, non, 25, entre 15 et 25 degrés, essentiellement, la zone qui est la plus basse. Et puis, ça remonte un peu à cause de la climatisation. La couverture nuageuse, ça a été mentionné. On voit qu'il y a un certain effet, mais en fait, l'effet n'est pas aussi important, on va dire, que la température. En gros, c'est pas très clair qu'est-ce qui se passe dans les... Ah oui, j'ai oublié de dire. L'échelle qui est utilisée ici, c'est une échelle un peu spéciale qui a été modifiée par les gens à l'interne à Hydro-Québec, mais c'est des octas modifiés. Des octas, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. C'est une unité de mesure qui indique à quel point le ciel est couvert de nuages ou pas. Donc, quand on est à 10, ça veut dire que le ciel est complètement couvert. Quand on est à 0, ça veut dire que le ciel il est complètement... il n'y a pas de nuages, là. Essentiellement, il est dégagé. Merci. Complètement dégagé. Puis, on peut le voir comme une sorte de continuum entre les deux, ici. Donc, c'est ce qui est quand même assez surprenant. Le problème, c'est que ces mesures-là sont prises de façon un peu subjective. On ne les mesure pas vraiment. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui regarde le ciel puis dit « Ouais, 4. Aujourd'hui, 7. » Ce qui fait qu'en fait, il y a un certain... Ça manque un peu de rigueur. Cette mesure-là n'est pas très rigoureuse. Ce n'est pas une quantité physique qui se mesure aussi facilement que la température ou d'autres choses. Mais on voit quand même clairement que quand on arrive à 10, donc là, il y a un saut. Il y a vraiment un saut qui se passe. Puis c'est peut-être parce que la raison pour laquelle c'est pas plus progressif, c'est probablement parce que les valeurs ici ont été moins bien utilisées, par exemple. Donc, parce que c'est subjectif. Donc, on peut regarder les différents graphiques, mais peu importe le lieu géographique, on observe le même phénomène. Oui. Là, ça, c'est pour quelle année? C'est tout mon échantillon de 2012 à 2020. Et avec l'utilisation du LED qui devient de plus en plus populaire, est-ce qu'on voit une tendance différente? Je sais pas. Je n'ai pas observé ça. Le truc, c'est que dans les modèles de prévision, quand on tient compte de la nébulosité, ça améliore un peu les prévisions, mais pas tant que ça. C'est ça. Oui, il y a un effet qu'on observe, mais il nous permet d'améliorer un peu la précision seulement. C'est pas assez important pour que ça soit une grosse valeur. Oui, c'est ça. Ouais. Un autre truc, vitesse du vent. C'est un peu... Je n'ai pas d'explication super bonne pour ça encore. J'ai quand même posé des questions, mais je ne sais pas exactement pourquoi. L'idée, c'est que plus, essentiellement, on voit qu'il y a une sorte de croissance, là, à peu près. Plus le vent est fort, plus on utilise de l'électricité. Les explications qu'on a, c'est par exemple le vent, surtout combiné avec la température, il y a le refroidissement éolien qui embarque en ligne de compte. Ça se peut que ça ait un impact. Je ne sais pas exactement pourquoi, sinon, je n'avais pas beaucoup d'autres explications que ça. Mais bref, le vent semble avoir un impact, puis on en tient compte dans notre modèle. Peut-être qu'avec le vent, il peut y avoir plus de temps périlleux, genre des gros orages. Oui, c'est ça. C'est peut-être une corrélation, effectivement, avec une... Mais je ne sais pas après pourquoi les habitudes de consommation changent. Peut-être que les gens ils vont plus être dans leur maison puis ils vont plus utiliser leur micro-ondes. C'est dur de savoir l'explication exacte. Oui. Mais ça, peut-être que certains effets se combinent. Si la vitesse de vent, il y a peut-être plus de nuages. Ben, c'est ça. Une des difficultés quand on fait un modèle de prévision, c'est qu'il peut y avoir des effets combinés. Des variables ensemble. Puis là, en ce moment, j'ai comme regardé de façon un peu unidimensionnelle pour voir des tendances générales, mais il y a clairement des effets combinés. Oui. Je veux juste dire que le vent a un impact sur la température de... les choses refroidissent plus vite avec le vent, Oui. les doigts des éclairs. Oui, ça semble être probablement ça l'explication, mais s'il y a un vent, moi, ce qui me... Mettons, s'il y a un vent l'été, ça devrait quand même diminuer la climatisation peut-être, ou c'est ça qui est pas tout à fait clair. Donc, probablement que l'hiver, quand on est l'hiver, là, le vent a un certain impact, surtout quand la température est très fraîche. Mais finalement, il faut regarder des combinaisons pour vraiment avoir l'explication. Oui. Est-ce que les points d'électricité sont les points d'électricité quand il y a des vents, etc., on coupe l'électricité, c'est une grande consommation. Oui, ben, en principe, il devrait y avoir moins. Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment prévoir la demande électrique. Tout ce qu'on peut prévoir, c'est tout ce qu'on peut mesurer, c'est quelle est la quantité d'électricité qui a été produite. Avec l'hypothèse que c'est égal à la demande. Mais s'il y a eu des coupures de courant,
ben, on va utiliser l'électricité qui a été produite comme étant la demande électrique, mais en réalité, on ne connaît pas. Ben, on pourrait prendre la moyenne des gens qui ont été coupés, combien ils auraient consommé, puis faire. Mais c'est pas ça qui est fait à moi. Je pense que les données prennent vraiment ce qui a été produit. Je ne sais pas si c'est corrigé, en fait. Faudrait que je pose. OK. Donc, on a nommé beaucoup de variables. On en a utilisé d'autres. Je veux juste les mentionner. Le point de rosée, essentiellement, c'est corrélé avec le taux d'humidité dans l'air. Ça a un impact. La température ressentie, là, ce genre de choses-là, ça a un impact aussi. Donc, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur ça puis qui ont amélioré les prévisions en utilisant ces trucs-là. C'est pas Charlie. Non, c'est Charlie. En tout cas, un autre étudiant. Le rayonnement, solaire, essentiellement aussi, ça a un impact parce que ça réchauffe. Puis il peut y avoir même des décalages des fois. Si ça a réchauffé un peu avant, ça se peut que ça réduise la demande ensuite. Les précipitations semblent avoir un impact, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de types de précipitations, neige, grêle, pluie, etc. Puis c'est vraiment, quand on regardait les graphiques pour voir selon les précipitations, la quantité d'eau qui était dans ces précipitations-là, c'était dur de voir une tendance générale, fait qu'on l'a exclu, mais il y a clairement un impact des précipitations aussi sur la consommation. Probablement plein d'autres. J'ai combien de temps encore? Il y a 1 heure. Déjà, c'est ça, ça a pris. 1h06. On est correct, théorie. Encore 15 minutes, mettons. Il n'y a pas de limite. On a le locage jusqu'à 2 heures. Ouais. Ça dépend. Okay. Puis les étudiants, ils ont des cours à 2 heures. Donc, si on en fait moins quart, c'est bon. Mais je peux m'arrêter n'importe. Enfin, je vais essayer de pas trop attendre. Oui, je suis où? J'ai encore un peu de temps. C'est bon. Je gère très mal mon temps. Je vais maintenant vous présenter des modèles de prévision qui permettent de faire des prévisions. On a quand même bien compris le problème, on va dire, puis on va essayer de faire des prévisions maintenant. Donc, je me concentre sur la famille ARMA. Donc, ARMA, c'est un acronyme, puis il y a plein de variations de ces modèles de prévision-là. Donc, AR, en fait, c'est pour autorégressif. Donc, quelqu'un a mentionné qu'on pouvait utiliser les données de consommation passées pour prédire les suivantes. C'est ça que ça veut dire essentiellement autorégressif. On utilise ce qui s'est passé avant. Le MA, c'est pour Moving Average. Essentiellement, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais y revenir sur ce point-là ensuite, mais l'idée, c'est les erreurs de prévision qu'on a faites, comme c'est autorégressif, les erreurs de prévision qu'on fait dans le passé, on peut les interpréter comme une sorte de signal qui nous dit, en fait, on utilise l'erreur qui a été faite dans le passé pour essayer de corriger ce qui va se passer dans le futur. Je donne une explication un peu intuitive. Là. Il y a une façon très mathématique de définir ça, mais essentiellement, l'idée, c'est qu'on va exploiter ce signal-là pour essayer d'aller raffiner les prévisions. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça après. Les autres variantes, on ne les verra pas vraiment, mais il y a plein de variantes dans lesquelles on intègre des composantes non linéaires, la saisonnalité. La notion de saisonnalité, c'est quand il y a quelque chose qui se répète, donc quand on a des fonctions qui sont périodiques, essentiellement. Plein de variantes. Peut-être le X, qui est quand même important. X, c'est pour variables exogènes. En fait, c'est d'ajouter des variables supplémentaires et non pas uniquement la partie autorégressive, mais d'autres variables qui vont nous aider à expliquer la variable. Donc, ça, on va en utiliser plusieurs. La température, la nébulosité, etc. Donc, on a travaillé sur ça avec une de mes étudiantes qui a terminé il y a 1 an environ, un peu plus. 2 ans, ça passe vite le temps. Donc, on a travaillé sur une de ces variantes-là qui ne s'appelle pas ARMA, ARMAX et compagnie, mais qui s'appelle des modèles à équations multiples. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais essentiellement, les grandes lignes du modèle qu'on a développé, c'est qu'on utilise certaines variables météorologiques, donc température, nébulosité, vitesse du vent. On a pris un modèle qui avait déjà été proposé en littérature, puis ça nous donnait un score MAP de 1,79. Parenthèse, un score MAP, en fait, ça signifie mean. Non, je me mélange tout le temps. C'est mean average percentage error. Enfin, essentiellement, c'est une erreur en pourcentage moyenne qu'on fait sur nos prévisions. Donc, on regarde quel est l'écart entre la vraie valeur de notre prévision
puis on prend ce nombre-là, puis on le divise par la vraie valeur observée, puis ça nous donne un point. Puis on prend c'est absolute, c'est ça. C'est à chaque fois que j'oublie, c'est mean absolute percentage error. Donc, en valeur absolue, parce qu'on prend, évidemment, si on fait une surprévision ou une sous-prévision, c'est une erreur. Donc, on a pris un modèle qui existait déjà dans la littérature, puis avec ces améliorations-là, on a réussi à rendre le score un peu plus précis à 1,25 %. Ce qui est quand même assez bon, mais en fait, il faut vraiment faire mieux que ça. Une erreur de 1,25 %, c'est trop encore. Il faut qu'on ait quelque chose de plus précis que ça. Il y a d'autres personnes à l'IREC qui ont travaillé sur des modèles d'apprentissage profond puis qui ont réussi à obtenir des résultats encore bien meilleurs que ça. Je ne sais pas comment ils ont fait, ça m'impressionne, mais ils ont des résultats en bas de 1 % de précision. C'est vraiment très bon. Donc, on a essentiellement attaqué le problème avec des méthodes dites classiques. Je ne vais peut-être pas trop passer de temps à vous expliquer chacun des termes ici. Je vais passer à l'équation générale bientôt, mais disons, les grandes lignes de toutes ces expressions-là qui sont ici. J'ai la variable de tout à l'heure, donc la charge au moment T de la journée D. Là, je prends la température ici, donc au même moment, même jour. J'ai une variable indicatrice, donc W pour week, day, essentiellement jour de la semaine. C'est très courant quand on fait des modèles de prévision d'utiliser des variables indicatrices. C'est des variables qui valent 0 ou 1. Ils disent est-ce que je suis mardi ou pas, est-ce que je suis jeudi ou pas. Puis quand on entraîne le modèle, ben, il va se spécialiser selon le jour de la semaine auquel on se trouve essentiellement. Donc, il va y avoir une spécialisation le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc, ça me permet d'avoir c'est une façon en gros de mettre 7 modèles différents dans le même modèle. Donc, ils tiennent compte de ces 7 réalités-là. On a produit une variable indicatrice qui dit si c'est un jour spécial ou de type K. Un jour spécial, c'est un jour férié, mais on peut inclure plus largement d'autres types de jours spéciaux. Les autres expressions mathématiques qui apparaissent essentiellement nous aident à aller chercher les phénomènes qui ne sont pas linéaires ou qu'on n'a pas représentés de façon linéaire. Ici, les deux variables H, les deux variables C. H, c'est pour heating, donc le chauffage. C, c'est pour le cooling, donc la climatisation. Puis essentiellement, l'idée, c'est qu'on va prendre les courbes qu'on a observées plus tôt, puis on va les simplifier par des fonctions linéaires par morceau. Puis pour aller chercher cette représentation linéaire par morceau-là, il faut faire des changements de variables essentiellement qui vont nous ramener vers un modèle qui est complètement linéaire à la fin. C'est cette idée-là qui est derrière ça ici. Puis les changements dont la linéarisation par morceau est faite par l'intermédiaire d'une fonction ici qui va aller séparer en différents morceaux de linéaire selon qu'on se trouve entre telle et telle valeur. Donc les x0, x1 qui apparaissent ici, et là, c'est essentiellement des bornes de température auxquelles on observe, par exemple, que c'est confortable ou pas confortable. C'est essentiellement ces idées qui sont dans ces équations-là. Ça fait un modèle comme ça. Le modèle a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste une expression linéaire. Essentiellement, c'est une combinaison linéaire de toutes mes variables que j'ai introduites plus tôt. Et j'exprime la charge comme étant une combinaison linéaire de toutes ces variables-là. Je dis combinaison linéaire, il y a des lettres grecques qui apparaissent un peu partout. Et en fait, ces lettres-là, si vous regardez, en fait, c'est les variables que je vais vouloir calculer quand je vais faire l'entraînement de mon modèle. Donc, je vais faire une régression linéaire. Je vais essayer d'aller trouver les meilleurs coefficients possibles pour ce modèle-là. Fait que ça a l'air compliqué parce que les équations sont... il y a une grosse équation avec beaucoup de variables, mais essentiellement, c'est une régression linéaire que je vais faire sur ça. C'est bon? Vous connaissez bien les régressions linéaires? Voilà. Fait qu'en gros, j'ai pas quelque chose de linéaire, mais en faisant des transformations de variables, je fais une approximation linéaire de mon modèle, de mon problème, puis je réussis à avoir quand même une très bonne approximation. De bonne prévision. Bon, on a introduit des variantes à ce modèle-là. Ce que je viens de vous présenter, c'est le modèle de base. Nous, on a ajouté plusieurs autres variables, plusieurs variables météorologiques qui sont très inspirées de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on linéarise ces variables météorologiques-là. Il y a beaucoup de variables, mais c'est les mêmes idées. Il n'y a pas vraiment plus d'idées. C'est juste qu'il faut tout écrire ça dans un article. Et les gens comprennent ce qu'on fait.
Oui. On a aussi ajouté, en exposant, vous voyez qu'il y a un L qui apparaît, c'est pour location. Donc, on a aussi ajouté la dimension géographique dans le modèle. Donc, on a étendu le modèle avec plus de variables météo puis avec plus d'endroits géographiques. Et ces deux choses-là ont fait qu'on a amélioré quand même bien les prévisions. Donc, ça donne un truc comme ça. C'est le même modèle, mais plus toutes ces nouvelles variables-là, essentiellement. Fait que si jamais vous voulez aller regarder le détail, au moins vous aurez, je pense qu'il y a le vidéo, fait que vous aurez le temps de regarder les équations si ça vous intéresse. Donc, comment on entraîne ce modèle-là? J'ai parlé de régression linéaire, mais en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, pas beaucoup. L'idée, en fait, c'est... Ah oui, je vais revenir à l'équation précédente. Tous les variables qui apparaissent là, je les ai expliquées. Il y a deux variables particulières qui apparaissent qui sont nommées epsilon d-1 puis epsilon d-7. Donc, en fait, ces deux variables-là, essentiellement, comme le modèle est autorégressif, ça nous permet d'aller chercher l'erreur qui a été faite dans la phase autorégressive. J'en ai parlé tout à l'heure, d'aller chercher ce signal-là d'erreur qui a été fait et de l'utiliser pour prévoir la suite. Fait qu'on va avoir besoin d'aller entraîner ces deux paramètres-là, les paramètres phi T1 et phi T2. Il faut qu'on aille les calculer. Puis pour ça, il faut qu'on ait une estimation de l'erreur qui a été faite pendant la phase d'entraînement. Donc, pour aller chercher ça, on utilise un algorithme qui s'appelle la méthode des moindres carrés itérés. Donc, l'idée est quand même assez simple. Sans aller trop dans les détails, on fait la méthode des moindres carrés classique pour faire une régression linéaire. On regarde des résidus, donc les erreurs qui ont été commises pendant qu'on a fait cette méthode-là. Puis on utilise les erreurs comme intrant pour refaire une deuxième itération de la méthode des moindres carrés. Donc on répète, et on fait ça jusqu'à temps qu'il y ait convergence. Ça ne converge pas toujours. Il y a des conditions selon lesquelles ça va converger ou pas. Mais l'idée, en fait, ce qu'on fait, j'ai eu quelques cas où il n'y avait pas convergence, mais on fait juste faire un certain nombre d'itérations, on arrête, puis on espère que ça ne soit pas trop mal. Puis dans les faits, quand j'avais vérifié les quelques cas où ça ne convergeait pas, il n'y avait pas tant d'impact que ça sur les prévisions. Donc, ça ne semblait pas partir à plus l'infini ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas de phénomène qui était trop dérangé. On dirait qu'il était pris entre deux solutions qui étaient à peu près équivalentes au niveau de la prévision. Donc, méthode des moindres carrés itérés. Puis ce qui est surprenant, en fait, c'est que j'avais programmé en Python au début ce truc-là. Je l'ai programmé après en C++ parce qu'on voulait que ce soit rapide en production pour que ça puisse se faire plus rapidement. On a eu des gains quand même assez importants en performance. Mais le prototype est en Python, puis je n'ai pas trouvé de bibliothèque Python qui implémentait cet algorithme-là. Ça m'avait un peu surpris. J'aurais cru que c'était courant, mais j'ai peut-être pas bien cherché. Non, j'ai eu besoin de le coder moi-même, mais c'était pas très compliqué. Il fallait juste faire des régressions. Donc, est-ce que ça va pour les grandes lignes de cette méthode-là? Je ne vais pas trop dans les détails parce que... Ouais, une question. Parler de langage de progression, quelle sorte de puissance de calcul ça prend pour faire plusieurs itérations? Ça dépend du problème que tu veux résoudre, en fait. En ce moment, en production, les nouveaux modèles qui sont implémentés sont programmés en Python. L'ancien modèle, qui est celui qui date des années, je crois, 80, c'est en Fortran, qui a été codé parce qu'à cette époque-là, c'était les meilleurs langages pour faire des modélisations mathématiques. Dans le fond, souvent, c'est pas un enjeu nécessairement d'avoir quelque chose qui se fait rapidement. Si on peut se permettre de lancer un entraînement puis qu'il prenne quelques heures, puis qu'après le modèle, on peut l'utiliser pendant, par exemple, 24 heures ou 48 heures, ben, on a juste à relancer un entraînement un peu avant quand on va vouloir le remettre à jour. Donc, c'est pas tant un enjeu que ça. J'ai peut-être mal dit ma question sur quelle sorte de cluster de serveurs tu vas utiliser ou quelle sorte d'infrastructure tu vas utiliser pour rouler ton code. Ça dépend qu'est-ce qui est fait. C'est comme le modèle que je vous ai présenté plus tôt, moi, j'ai besoin d'un ordinateur personnel, puis ça fait la job, c'est super rapide. En fait, c'est un peu l'angle que j'avais utilisé dans ce travail-là, c'est que je voulais avoir quelque chose qui était rapide, parce que je veux éventuellement essayer de le mettre dans des machines où on a des ressources limitées. Un peu dans l'idée du edge computing, essentiellement, donc avec ressources limitées. Mais le modèle qui est utilisé en production, lui, ça prend beaucoup plus de puissance de calcul. Puis les nouveaux modèles qui ont été développés avec l'apprentissage profond, ça prend vraiment beaucoup plus de puissance de calcul.
Donc là, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Ils utilisent une grappe de calcul qu'on a à l'interne, qui est un peu comme on peut voir à Calcul Québec, là, mais version IREC Hydro-Québec. On a une grappe de calcul dans laquelle on peut passer l'entraînement. Ouais. Voilà. OK. Donc, quand on compare un peu tout ça, je vous donne un exemple ici de le modèle, en fait, plus gras, ça c'est la vraie valeur qui a été observée. Puis ça, c'est les modèles, les prévisions qui sont faites, évidemment, sans connaître la vraie valeur, là. Donc, la prévision est faite en entraînement le modèle jusqu'à la journée précédente. On fait une prévision pour les 24 prochaines heures. Et puis, ça, c'est toutes les variations qui ont été observées. En fait, on a étudié beaucoup de variations, puis il y a des modèles qui sont un peu meilleurs. Là, ici, c'est seulement la variation en ajoutant une variable météorologique à la fois. On a comme exploré si on en ajoute une à la fois, ensuite 2, 3, etc. Ça prenait beaucoup de temps à faire. Mais essentiellement, l'idée, c'est d'essayer de voir quelle variable améliorait le plus les performances, puis tranquillement les intégrer dans le modèle. Donc, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Fait que les prévisions ne sont pas trop mal, mais à la fin, on avait mieux que ça. Là, ça, c'est la première phase. Donc, ici, là, on voit qu'il y a quand même certaines erreurs au niveau de la pointe. Là, il y a tendance peut-être, il y a eu tendance à surestimer. Il est très bon, évidemment, la nuit. Alors, en général, là, il n'y a pas trop de problème. Oui. Je me demandais sur le diagramme de gauche, on voit que ça ne va jamais sous-estimer. Ah, OK, mais là, je vais voir du côté. Mais c'est un exemple que j'ai pris. Par contre, mais... Oui, mais une contrainte, on ne veut pas toujours surestimer. J'ai pris une journée comme ça au hasard, sans trop faire attention. Il y a des journées où ils sous-estiment, il y a des journées où ils surestiment. Ça, c'est pas une représentation typique, c'est une représentation aléatoire, là, sans trop regarder. En pratique, c'est mieux de surestimer que de sous-estimer. Ça dépend. En fait, non, c'est ça. C'est pas si clair que ça. Ben oui, pour la sécurité, c'est mieux de surestimer que de sous-estimer. Mais des fois, ça peut nous faire retarder, par exemple, des retraits de groupe, alors que ça devient de plus en plus critique d'envoyer ces groupes-là en retrait. Fait qu'on peut avoir manqué une occasion de le faire. C'est pas si clair que ça. Mais puis quand on surestime, ouais, c'est économique aussi, là, parce qu'on a moins vendu d'électricité, parce qu'on a été trop conservateur, trop prudent dans notre estimation. Mais, ouais. Une question pour mise en contexte. On parle d'entretien de groupe, on en a parlé beaucoup depuis le début. On demandait juste à quelle fréquence, parce que ça devient critique. Mais... Ouais. Je suis vraiment pas un spécialiste de l'entretien des groupes, mais il y a plusieurs types d'entretiens qui peuvent être faits. Il y a des entretiens qui prennent pas beaucoup de temps, il y en a qui sont plus majeurs. À ma connaissance, ça varie beaucoup de ce qui peut être fait. C'est ça, des fois, ça peut être pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Je ne sais pas c'est quoi les ordres de grandeur, mais qu'on va arrêter des groupes. Puis, il faut faire des rotations aussi parce qu'il y a des groupes, c'est un autre volet, mais il y a des groupes, par exemple, à la baie James, une des grosses centrales, c'est la centrale LG2. LG2A, LG2C, il y a comme deux centrales ensemble qui couvrent une bonne partie de la production. Puis, ils jouent aussi des rôles de stabilisation du réseau, ces centrales-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer n'importe quel groupe à n'importe quel moment en entretien. Fait qu'il faut gérer aussi lesquels, dans quelle centrale. Donc, la centrale où on regarde, ça peut avoir un impact. C'est important. Il y a Churchill Falls aussi. Il y a une entente avec Terre-Neuve et Labrador. Puis en fait, on doit quand même s'entendre avec eux dans nos décisions à ce niveau-là. Fait que c'est très compliqué, en fait, tout ça. Il y a plein de contraintes de ce genre-là qui apparaissent. En même temps, il faut préciser que l'hiver, la demande est autour de 40 000 MW. En été, elle est autour de 20 000. Si en été, on fait les plus gros entretiens, parce que le réseau n'est pas sollicité. En hiver, il faut que l'ensemble des groupes soient disponibles pour les faire. Oui, merci. Donc, c'est quelqu'un qui connaît mieux ces sujets-là que moi. Ça fait pas assez longtemps que je suis là pour comprendre. J'avais fait un profil ici pour voir un peu c'est où que les pires erreurs étaient faites. Essentiellement, c'est toujours bon quand on regarde un modèle d'identifier ça. Ça peut nous aider à voir qu'est-ce qu'on a manqué. Puis, par exemple, ici, le jour de la semaine, on voit que les lundis, les erreurs sont beaucoup plus grandes. Je pense que, en fait, ça, c'est peut-être une variante où on n'avait pas regardé les jours fériés. Ouais, les jours fériés n'avaient pas été pris en considération. C'est probablement pour ça qu'il y avait des problèmes. Puis ici, c'est plutôt le mois de l'année. C'est peut-être un peu plus chaotique, là. Donc, on peut essayer d'interpréter pourquoi il y a des problèmes à certains moments. Mais on voit que le pire, c'est en mai, ici.
j'ai aucune idée pourquoi mai a été pire que les autres. Puis c'est pour une heure spécifique de la journée qu'en mai, on a tendance à se tromper plus. Fait qu'après, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la surinterprétation des résultats, mais ça peut donner des idées. Puis éventuellement essayer d'améliorer. OK. Je vais brièvement survoler les modèles d'apprentissage profond qui ont été conçus à Hydro-Québec par l'IREC. Donc ça, c'était un peu avant que j'arrive. Je connais moins bien ce sujet-là. Je suis familier avec le type de modèle puis un peu comment ils ont procédé. Je n'ai pas travaillé personnellement dessus. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Donc, si on regarde qu'est-ce qui tourne en ce moment à Hydro-Québec, il y a essentiellement, il y a le modèle qui est en production. Donc, c'est le modèle qui est utilisé par l'unité de prévision de la demande au quotidien. Puis c'est eux qui publient les résultats de la prévision à l'intérieur de l'entreprise pour qu'après, toutes les autres qui en ont besoin puissent utiliser ça dans leur propre simulation. Le modèle, ils appellent paramétrique. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont utilisé des fonctions modélisantes. C'est basé sur les polynômes de Legendre, essentiellement. Là. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que c'est ce qui est utilisé. Puis, ils ont comme plein de fonctions qui sont sommées ensemble, essentiellement, combinées ensemble, combinaison linéaire de ces fonctions-là. Et ils vont aller chercher les bons paramètres pour bien modéliser la courbe. Une fois qu'ils ont fait ça, pour expliquer les données précédentes, ben, ils vont les utiliser pour modéliser les données, le futur. Ce qui est quand même intéressant, c'est que eux, leur modèle n'est pas autorégressif. Ils n'utilisent que les variables météorologiques pour faire la prévision. Donc, ils n'utilisent pas. Pour l'entraînement, évidemment, ils utilisent les anciennes données, mais les intrants de leur modèle de prévision, c'est seulement les données météorologiques qui permettent de faire la prévision. Programmé en Fortran, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils utilisent un algorithme d'entraînement qui est basé sur l'optimisation non linéaire parce que ce n'est pas convexe, c'est un peu compliqué à. Puis en fait, un des problèmes qu'il y a en ce moment, c'est que ils sont en train d'essayer de transférer ou de modifier ça parce que le modèle est difficile à maintenir. Il a été programmé il y a longtemps par des gens qui avaient une certaine expertise. Cette expertise-là, les gens qui l'ont fait sont partis essentiellement. Puis la relève essaie de bien comprendre puis bien jouer avec, mais c'est pas facile. Donc, ils sont en train un peu de refactoriser puis de reprogrammer tout ça en Julia. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi ce langage-là, mais c'est un langage qui est quand même assez populaire par les temps qui courent. Donc, j'imagine que, ouais, je ne connais pas bien. Je ne peux pas trop dire pourquoi Julia est intéressant, mais apparemment, ouais, c'est assez rapide. C'est un commentaire que j'avais entendu. Et puis, les performances vont varier. Des fois, elles vont être très bonnes, mais il y a des fois où ça part un peu en vrille, puis ça cause des problèmes. Donc, ils sont en train de retravailler sur ça. Puis, à l'IREC, ils ont utilisé des modèles d'apprentissage profond. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites. Je vais peut-être me concentrer un peu plus sur les deux premiers, mais ils obtiennent des performances très bonnes. Donc, en fait, des taux de précision sous le 1%. Puis, ils ont... enfin, ils semblent tous donner... Il y a même quelqu'un, enfin, un de mes collègues qui a expérimenté avec BERT, apparemment. Je ne sais pas pourquoi il a pu utiliser BERT dans la prévision de série temporelle. Mais il a réussi à aller encore plus bas, genre à 0,38 ou un truc comme ça, mais il faudrait voir là, si ça généralise vraiment et tout. C'est assez compliqué avec les réseaux profonds. Puis il faut s'assurer que l'expérience a été bien faite aussi. On peut faire dire beaucoup de choses avec des réseaux de neurones parce qu'ils apprennent essentiellement par cœur les données. S'ils n'ont pas été testés et évalués correctement, il peut y avoir certains problèmes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces modèles-là. NB, c'est un modèle qui a été proposé en 2018. Quoi? C'est 2018 sur la... C'est 2018. Oui, c'est ça. Il commence déjà à être vieux. Il y a tellement de nouvelles choses qui sortent tout le temps. Maintenant, 5 ans, c'est rendu vieux. Donc, je vais peut-être un peu vous présenter comment le modèle est organisé, mais je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les réseaux de neurones. Mais essentiellement, l'idée, c'est on organise un graphe de calcul qui est un réseau de neurones. Il y a différentes techniques pour entraîner ces objets-là. Il y a différentes façons de combiner les résultats. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour protéger contre certaines dérives numériques, etc. Donc, la structure qui est utilisée essentiellement est résumée dans ce graphique-là. Donc, ils ont... c'est une structure hiérarchique.
Donc, vous voyez que c'est comme si on faisait des zooms successifs, là. Donc, vous avez plusieurs piles qui sont agencées de cette façon-là. Donc, ici, c'est autorégressif. Il va utiliser les données passées pour faire les prévisions. Chaque pile va essentiellement aller observer quelque chose, rapporter le résultat ici, puis ce résultat-là va être combiné pour produire une prévision. À l'intérieur de chacune de ces piles-là, il va y avoir des blocs. Donc, l'organisation des blocs, en fait, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur des blocs, mais essentiellement, les blocs, ils vont faire deux choses. Ils vont alimenter le bloc suivant dans la pile de blocs, donc aller propager l'information, puis ils vont aussi propager leur information de façon individuelle qui va être combinée pour produire un résultat avec la pile ici, puis essentiellement, le résidu de tous ces blocs-là va être transmis à la pile suivante. Après, interpréter ça, c'est une autre histoire. Puis, au niveau des blocs, donc c'est peut-être là où il y a les idées principales de NBEAT. L'idée, c'est qu'on alimente à un plus petit réseau de neurones ici les informations, puis il va essentiellement aller chercher deux choses. Il va essayer de faire une prévision, puis une prévision arrière, en quelque sorte, dans laquelle on va utiliser donc les fonctions G qui apparaissent ici, c'est des fonctions qui nous permettent d'aller chercher certains types d'informations. J'ai oublié de le mentionner. Mais les trois types de fonctions d'activation qui sont utilisées, c'est soit affine, polynomiale ou sinusoïdale. L'idée, c'est d'aller capturer des propriétés qu'on observe dans certaines séries temporelles. Donc, les sommes de sinusoïdales, typiquement, vont aider à aller détecter les périodicités dans les séries. Polynomial, c'est pour aller chercher la tendance. Donc, si on a vu, par exemple, que ça semblait légèrement augmenter, donc ça va aller capturer ce genre de choses-là. Puis, les fonctions affines sont plus génériques. Souvent, on va dans le fond, l'idée, c'est qu'on donne ces blocs-là à notre réseau de neurones, on fait l'entraînement, puis on joue un peu avec les hyperparamètres pour essayer d'aller chercher un bon ordre qui va donner des bons résultats. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites ensuite dans l'entraînement. Je ne les ai pas rapportées. J'ai une de mes collègues qui avait beaucoup expérimenté avec ça, puis c'était assez intéressant parce qu'elle avait trouvé des paramètres qui avaient quand même du sens. Les meilleurs paramètres, on pouvait les interpréter quand même de façon avec l'expertise qu'on avait sur la compréhension du problème. Par exemple, un des trucs, c'est qu'un des paramètres, c'est le paramètre N, ici. Donc, si l'horizon, c'est, mettons, 24 heures, combien de jours dans le passé on doit regarder pour faire la prévision? Puis elle avait trouvé avec ses expérimentations qu'il fallait reculer d'une semaine. Donc, il fallait vraiment reculer d'une semaine parce que la semaine précédente aidait à faire la prévision pour le jour, dans le fond, le jour de la semaine essentiellement. OK. Donc, je vais passer vite ici parce que je sais qu'il commence à être tard. Donc, il y a eu aussi TCN qui a été utilisé. Peut-être une remarque qui est intéressante ici, c'est qu'il a été utilisé de façon... Il n'est pas autorégressif, ce modèle-là. Je pense qu'on peut le modifier pour le rendre autorégressif, mais ce n'est pas trivial. Puis ça a été utilisé à l'interne, puis il est même en production en ce moment. Donc, TCN il a été mis en production à Hydro-Québec. Puis ils obtiennent des bonnes performances, quand même meilleures que le modèle paramétrique. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder à cette partie-là. Mais si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, puis je vais essayer de vous donner plus d'informations sur tout ça. J'avais mis un réseau dans le type TCN. Voilà. Donc, j'ai le temps de conclure? Oui. C'est bon. Donc, juste pour conclure, sur les différentes choses que je vous ai présentées, je suis allé quand même vite sur la dernière partie. Mais je vais y revenir maintenant quand même un peu. Donc, si on compare les modèles classiques puis les modèles basés sur les réseaux de neurones profonds, il y a évidemment beaucoup d'engouement en ce moment autour des réseaux de neurones profonds. Ils donnent de bonnes performances, comme je l'ai mentionné plus tôt. Mais il faut faire attention parce que c'est pas si facile que ça de juste se dire on prend tout le temps des réseaux de neurones profonds partout. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir quand même, puis il faut réfléchir aux avantages puis aux inconvénients dans chaque cas. Je voulais un peu mettre en évidence ces points-là.
Donc, si on prend des modèles plus de type classique, là, donc comme celui que j'ai présenté, on obtient quand même une assez bonne précision. J'ai réussi à obtenir une meilleure précision que le modèle paramétrique. Donc, ça, j'étais quand même content au moins d'avoir vu ça. L'entraînement, il est super rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps comparé aux autres modèles. Je n'ai pas besoin de puissance de calcul particulièrement grande. Donc, voilà. Les prévisions sont très rapides. C'est rarement un problème, même les réseaux de neurones, des fois, juste le forecast, juste de faire la prévision, ça peut prendre du temps. Puis ça demande un gros modèle qu'il faut stocker en mémoire. Ça peut avoir un impact quand même, il faut faire attention à ça, il faut en tenir compte. Les modèles sont faciles à sérialiser. Donc ça, c'est quand même important parce que souvent, tu vas entraîner un modèle dans un environnement, mais tu veux pouvoir le transférer dans un autre. C'est pas trivial, cet aspect-là de sérialisation et de désérialisation, parce qu'il y a beaucoup de... Surtout les réseaux de neurones, l'état d'un réseau de neurones, c'est pas toujours clair quel est l'état qu'on veut avoir. Des fois, il faut... Si on a sauvegardé juste les poids, par exemple, mais quand on recharge en mémoire le réseau de neurones, c'est peut-être pas suffisant d'avoir juste les poids. Il faut peut-être lancer certains calculs pour ajuster ou compléter certaines choses qui n'ont pas été complétées. Donc ça peut aussi jouer. Les modèles sont interprétables quand même. Donc, ces modèles-là sont faciles à interpréter. Les réseaux de neurones profonds sont typiquement difficiles à interpréter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout les interpréter. Il y a justement une des deux étudiantes que j'ai mentionnées qui avait travaillé sur ça dans son mémoire, puis elle avait quand même réussi à aller interpréter certaines choses intéressantes, mais ça reste que c'est quand même plus compliqué. C'est pas juste un paramètre, un coefficient devant un terme, finalement. C'est plus facile à maintenir, plus facile à mettre en production, mais il y a quand même des inconvénients, évidemment. Là. Puis, souvent, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Les modèles comme ça, ce qui est plus compliqué, c'est que ça demande une expertise de domaine. Il faut savoir quoi aller regarder, puis il faut un peu jouer, puis aller chercher les bonnes variables, puis penser à les transformer correctement, faire des manipulations comme ça qui peuvent demander une certaine expertise. On fait quand même un certain travail manuel, alors que les réseaux de neurones vont avoir des fois avantage à apprendre ces choses-là tout seul sans qu'on ait grand-chose à faire, juste en donnant des bons paramètres numériques avec le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, par exemple. Puis ils sont souvent moins précis. En fait, c'est quand même intéressant, peut-être juste mentionner ça, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, les réseaux de neurones profonds étaient réputés pour ne pas donner, peut-être plus que ça, peut-être 6 ans, 7 ans. Je ne sais plus trop, mais ils étaient réputés comme étant pas si bons que ça pour faire de la prévision de séries temporelles. C'était les modèles de cette famille-là qui étaient le state of the art, donc les plus utilisés. Ça a changé dans les dernières années, donc les réseaux de neurones sont indestructibles. Donc, ils ont commencé à battre ces modèles-là avec des nouveaux modèles puis des nouvelles architectures qui ont été. Voilà, donc essentiellement, à droite, c'est plus ou moins le contraire de ce que j'ai dit à gauche, là, donc je ne vais pas repasser dessus. Mais il y a un des volets qui est quand même pas facile avec les réseaux de neurones profonds, c'est l'entraînement des hyperparamètres. L'espace des hyperparamètres est souvent gigantesque, ce qui fait qu'on ne peut pas l'explorer au complet. On fait des explorations plus ou moins aléatoires, plus ou moins systématiques. Des fois, on obtient des super bons résultats. Puis on pense qu'on a trouvé les bons hyperparamètres qu'il fallait. Puis là, le temps s'écoule, puis finalement, nos hyperparamètres ne sont plus du tout adaptés parce qu'en fait, comme on n'était pas capable d'interpréter bien ces valeurs-là d'hyperparamètres, c'était juste que le réseau de neurones, il avait appris par cœur des trucs, mais ça ne s'est pas bien généralisé ensuite. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Des questions, c'est le moment. On a encore du temps. Ouais. Juste pour, à ma soeur, vous avez dit qu'on coupe le courant, qu'on est trop. En dernier recours. En dernier recours. Ouais. Si c'est le contraire, ça, mettons, vous avez prévu qu'on allait prendre un montant. Ouais. Puis on en demande vraiment moins. Ouais. Ce surplus-là, est-ce qu'il ne va pas avoir. Mais je ne sais pas exactement dans quel ordre. En fait, cette idée-là de réagir à des imprévus comme ça, on appelle ça des moyens de gestion, essentiellement, gestion de la charge. J'imagine qu'ils vont arrêter des groupes, par exemple. Le pire cas, c'est que tu arrêtes des groupes que tu n'as pas besoin d'utiliser, puis ça ne devrait pas pouvoir être catastrophique. C'est rare qu'il y a certains groupes qu'on doit absolument laisser
en activité, mais il existe toujours des groupes qu'on peut arrêter. Fait que ce scénario-là est probablement moins dommageable pour... Oui. Dans le modèle ARMA, comment les variables sont interreliées? Comme j'imagine la nébulosité puis le rayonnement, c'est comme inverse un peu? Oui, en ce moment, dans ces modèles-là, on suppose qu'ils sont indépendants. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que c'est une combinaison linéaire, fait que c'est assez facile à entraîner. Il y a plein d'avantages. Si je voulais tenir compte de l'interaction des variables, il faudrait que j'introduise une autre variable qui mesurerait bien de façon linéaire cette interaction-là, essentiellement. C'est ça. Puis en fait, c'est assez impressionnant parce que si on a une bonne compréhension du problème, on peut aller chercher ces choses-là, mais il faut le faire un peu manuellement, puis il faut savoir comment le faire. Fait que si on a des explications physiques, par exemple, ça va nous aider à aller chercher des bons modèles. Les réseaux de neurones, eux, vont être capables d'aller capturer ces choses-là avec un bon entraînement, puis s'il n'y a pas trop de problème. Ouais. C'est un des inconvénients, c'est qu'il faut le faire manuellement, alors que les réseaux de neurones peuvent aller capturer les non-linéarités de façon automatique. Ouais. Le modèle ARMA, il se fie aux données d'avant. Oui, il est auto-régressif. Ouais. De combien de temps? Ben, dans ce cas-ci, ouais, je suis passé vite un peu dans l'équation, mais l'équation le dit. Je vais prendre l'équation finale. Dans le fond, la variable L, elle réapparaît à droite ici. Puis là, il faut que je la retrouve, c'est ici. Donc, en fait, je regarde la charge. D-1, c'est le jour précédent. Est-ce que c'est une erreur? Non, je pense que c'est correct. Oui, elle apparaît là. Donc, le jour précédent à la même heure du jour. Je regarde la charge. Ici, c'est le jour... la semaine dernière, pardon. À la même heure. Puis ici, oui, je n'ai pas parlé de ce détail-là, mais ici, je regarde aussi le jour même, mais le pas de temps précédent. Puis en fait, l'idée, c'est que mes modèles sont interdépendants. Ça veut dire que la prévision la première prévision peut devenir un intrant de la deuxième prévision pour aller comme tenir compte en quelque sorte de ce qui s'est passé au pas de temps précédent par prévision. Donc, toutes les... je recule. Mais en fait, contrairement au réseau de neurones qui va regarder l'horizon complet, c'est pour ça qu'il va chercher plus de non-linéarité et tout. Moi, je me suis concentré sur des moments spécifiques dans le passé pour apprendre puis obtenir la prévision. C'est justement une des choses que j'aimerais éventuellement améliorer parce que il y a un effet d'inertie qui est observé. Par exemple, la température, plutôt que de regarder la température au moment précis où je fais la prévision, ça peut être intéressant aussi de regarder mettons, la dérivée de la température. Est-ce que la température est en train d'augmenter ou de diminuer si je recule, mettons, de 6-7 heures? L'idée, c'est que ça va me donner un signal où peut-être qu'il a commencé à faire froid, il y a plus chaud, plus froid, il y a 6 heures, puis le chauffage m'a embarqué seulement 6-7 heures plus tard. Donc, cette inertie-là n'est pas du tout présente dans le modèle. C'est un truc que j'avais l'intention éventuellement d'étudier. Mais bref, c'est essentiellement ces données-là qui sont utilisées dans le modèle qui est là. Elle est très réactive, admettons, vu qu'on le fait juste à la semaine. S'il y a une nouvelle technologie qui sort qui est vraiment énergivore, mais accès à la population, ça ne va pas tant défoncer le modèle. Non, c'est des modèles qui sont assez robustes parce qu'il peut y avoir des perturbations, mais ils vont s'équilibrer si on a un historique dans un passé récent qui est relativement représentatif du futur. Là, il va bien réagir à ça. Ouais. Oui. Si la méthode autorégressive n'est pas assez précise, pourquoi on continue à l'utiliser? Est-ce parce qu'il pense que demain égale à aujourd'hui? Ben, ouais, c'est une bonne question. En fait, ça fait plusieurs années que l'unité est en train de travailler sur l'intégration des modèles d'apprentissage profond, puis c'est assez compliqué au niveau logiciel. En fait, il y a beaucoup de complications au niveau logiciel d'intégrer ces modèles-là de production, d'orchestrer les réentraînements, ce genre de choses-là, parce qu'il faut des grappes de calcul qui sont disponibles. Ça prend beaucoup de puissance de calcul. Et, ils sont beaucoup en train de travailler en ce moment sur automatiser le cycle de vie de ces modèles-là. Ils font aussi la prévision d'ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont faire ils appellent ça une pouponnière de modèles. Donc, il y a une pouponnière de modèles, puis ils vont faire une sorte de combinaison de ces modèles-là pour faire une prévision d'ensemble. C'est l'infrastructure qui est nécessaire pour mettre en place ces choses-là qui n'est pas facile à gérer.
savez que le génie logiciel, c'est compliqué, c'est difficile. Fait que, c'est des problèmes plus de nature de génie logiciel, de ressources, puis d'automatisation de tout ce processus-là. Ouais. Puis aussi, là, c'est une prévision pour l'ensemble du territoire québécois, mais Hydro-Québec travaille aussi sur des problèmes où ils essaient de faire des prévisions à plus petite échelle. Je parle trop longtemps? Non, Ok, je pensais que... dans le fond, à plus petite échelle, c'est probablement excessif de commencer parce qu'ils veulent faire éventuellement des modèles qui vont faire des prévisions pour chaque compteur du Québec, mais on ne peut pas faire un modèle d'apprentissage profond, hyper gros, compliqué pour chacun des compteurs. Ça va demander beaucoup trop de puissance de calcul. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est un défi éventuellement d'avoir des modèles de prévision qui utilisent des ressources plus restreintes. Là. Il faut en tenir compte. C'est une réalité quand même qui est importante. Ouais. Il semble qu'il y avait un autre. Ben, c'était juste pour renchérir parce que je travaille en infrastructure, puis les coûts sont faramineux, non seulement au niveau du licensing, mais l'expertise est vraiment, vraiment mince puis est super coûteuse. Un expert en intelligence artificielle, c'est 300 000 à 400 000 par année, mettons, dans certains endroits. Puis c'est dur à avoir ça, mettons, chez Hydro-Québec. Ouais. Fait il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a un problème, effectivement, d'expertise, de main-d'œuvre, etc. C'est pas facile. C'est beau qu'on en parle comme ça, mais la réalité de. Tu sais, je parle de sérialisation puis de désérialisation. Les gens disent, ah, c'est plate, ça m'intéresse pas, mais c'est gigantesque le défi qu'il y a autour de ces trucs-là. Ça paraît pas trop. Puis les gens, il faut avoir une expertise pour comprendre qu'est-ce que ton objet fait pour être capable de bien sérialiser puis désérialiser. Puis les gens qui ont fait de l'intelligence artificielle, ils n'ont pas tant envie de se consacrer à la sérialisation puis la désérialisation, c'est pas très sexy. Mais c'est malheureusement super important, puis c'est ça, il faut des gens qui fassent ce boulot-là. Des gens qui ont moins de connaissances ou qui comprennent moins ces concepts-là vont avoir du mal à faire un bon travail de ce côté-là, ou ils vont le faire à peu près, mais 2 mois plus tard, ça ne marchera pas, puis il n'y a personne qui va regarder d'aller corriger le problème, puis là, il y a un effet de problème de maintenance essentiellement. Le génie logiciel, c'est vraiment important. Ouais. Malheureusement, c'est comme s'il y avait une grosse. C'est moins dans l'air du temps, on en parle moins. Là, on parle beaucoup d'IA, mais l'aspect génie logiciel est critique dans plein d'applications. C'est bon? Merci pour votre attention. Une brève annonce. Est-ce qu'il y a des étudiants au 2e cycle qui sont parmi nous? Vous êtes tous au 1er cycle? Oui. Ah, OK. Bon. C'est excellent. De toute façon, c'est fait pour vous. J'espère que vous appréciez. Puis,